KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Ces spoliateurs chargent ces méharis et quelques-uns déjà se mettent en marche. Tout à coup, l'un d'eux, en consolidant le bas d'un des 4 animaux, aperçoit par une déchirure des brins de paille du rembourrage. Il en tire un. « Ya, revenez, s'écrie-t-il, de la paille du Soudan. Le Juif a menti, il vient du Soudan. » En moins de 2 minutes, tous les Arabes se pressent sur Mardochée. « L'or, l'or » est le seul cri qu'on entende. « Par Dieu, je n'en ai pas. Par notre Seigneur Moïse, je n'en ai pas. Ô mes seigneurs, je n'en ai pas, je n'en ai pas. » Plus d'histoire, on lui met un poignard sur la gorge. « Où est-il ? Je n'en ai pas. » On enfonce un peu l'arme, le sang coule. « Je n'en ai pas, murmure-t-il à demi évanoui. La question recommencera lorsqu'il sera remis. Pendant qu'il reprend ses sens, on passe à l'autre juif. Il voit couler son sang sans avouer. On le laisse pâmer et on court à l'esclave. « D'où viens-tu ? De Timbuktu. Tes maîtres ont-ils de l'or ? Non. » À son tour, il sent la pointe d'une lame s'appuyer sur sa gorge. Le pauvre nègre tremble. « J'ignore s'ils ont de l'or, gémit-il. Mais ils ont creusé tout à l'heure au pied de cet arbre. Voyez. » C'était inutilement que Mardochée et son compagnon s'étaient laissés blesser et presque égorger. Leur secret était découvert. Mardochée était ruiné et probablement on le tuerait pour empêcher toute vengeance après un vol aussi considérable. Pour la seconde fois en ce jour, la sécurité faisait place à un danger suprême. Il ne fallut pas longtemps pour déterrer le trésor. Qui peindra l'allégresse des Arabes à la vue de tant d'or ? Il ne fut plus question de partir, on tua un chameau et on ne pensa plus qu'à manger pour fêter une telle prise. Les 2 Juifs passèrent cette journée et la nuit au milieu du cercle des Arabes, assistant à leur réjouissance sans savoir ce qu'ils deviendraient. Le lendemain, les Arabes voulurent diviser l'or entre eux. Ils étaient 60 cavaliers. Ne sachant comment faire 60 parts égales, ils ordonnèrent à Mardochée de faire le partage. On mit entre ses mains la petite balance trouvée dans ses bagages, et durant 2 journées, il dut peser son propre or sous les yeux de ses ravisseurs et s'ingénier à leur en composer 60 parts semblables. Le malheureux regardait cela comme un répit. Il s'attendait à être égorgé dès qu'il aurait achevé sa besogne. D'ailleurs, n'allait-il pas périr de faim ? Tout aliment lui était refusé, il se nourrissait d'herbes depuis sa captivité. La plupart des pillards étaient des Redjibats. Quelques oulad d'Eleim les accompagnaient. Le second jour du partage, Mardochée entendit un des hommes qui l'entouraient parler de la tribu des Shkarna comme en faisant partie. « Y a-t-il des Shkarna parmi vous » demanda Mardochée. « Oui, nous sommes 5 Shkarna ici. Un tel, un tel, un tel. » Quelques heures après, les Arabes s'étant disséminés pour faire la sieste, Mardochée se dirigeait vers le Shkarni qui lui avait parlé et tombait à ses pieds, la main attachée à son burnous. « Par Dieu et votre honneur, Dieu me met sous votre protection, ne me la retirez pas. J'ai une débia sur les Shkarna, je m'appelle Mardochée Abissérour, un tel d'entre vous est mon seigneur. Par Dieu et votre honneur, sauvez-moi. Montrez que les Shkarna défendent leurs clients et que leur sauvegarde n'est pas vaine. » Le Shkarni se trouvait parent du seigneur de Mardochée. Il répondit que pour l'or, il ne pourrait pas le faire rendre, d'autant plus qu'on l'avait pris avant la connaissance de la débia. Mais il garantissait la vie des 2 Juifs. Il ne pouvait prendre d'autres engagements à cause du petit nombre de Shkarna présents au réseau. Le soir du même jour, le partage terminé, les Arabes tinrent conseil. On discuta ce qu'on ferait. Il fut résolu qu'on battrait le désert dans la même région, puis on parla de Mardochée. La plupart étaient d'avis de le tuer avec son compagnon. Les 5 Shkarna s'y opposèrent. Mardochée, reconnu client de leur tribu, était désormais, déclarèrent-ils, sous leur protection. Une discussion violente s'engagea. Le chef du réseau, un Redjibi, voulait la mort des Juifs, ces Redjibas criaient avec lui. Les Shkarna furent fermes, et quand on les vit prêts à combattre plutôt que d'abandonner les suppliants, on leur céda. Mardochée mena une triste vie pendant la semaine qui suivit.
le Réseau avait repris ses courses, il parcourait souvent 50 km par jour, à une allure rapide, mais deux Juifs couraient nus à côté des montures des Shkarna dont ils n'osaient s'éloigner. La faim les tourmentait, leurs protecteurs n'ayant que le strict nécessaire ne pouvant rien leur donner. Des herbages, les eaux que jetaient les musulmans, tout impurs qu'ils étaient, une pincée de thé obtenue par charité furent pendant cette période la seule nourriture de Mardochée et de son compagnon. Combien de temps se prolongerait cette existence ? Mardochée se le demandait, accroupi près d'un puits où l'on campait le 8e jour. En vain il avait prié les Shkarna de le conduire à Akka. Il lui avait répondu que s'il se séparait du Réseau, celui-ci, le pacte d'union rompu, les poursuivrait et les attaquerait après leur départ. L'objection était fondée et Mardochée n'insista pas. D'où viendrait donc la délivrance ? Arriverait-elle à temps ? Soudain, un tourbillon de poussière apparaît au bout de la vallée. Il s'approche comme un ouragan. Quelques Arabes se lèvent, effarés. Aucun n'a encore saisi ses armes et le nuage est là, s'arrête et montre 200 cavaliers montés sur des méharis. Un homme en sort et marche au régibat, son chameau blanc se couche, il pose sur la tête de l'animal un de ses pieds chaussés, de hauts brodequins, et mettant en joue le chef des régibats, « Que Dieu maudisse les régibats et Sidi Ahmed le régibi leur patron. Que Dieu fasse brûler vos pères et vos ancêtres. Vous avez opprimé nos frères et voulu mettre à mort nos clients. À cette heure, vous êtes à notre merci. Ya, femme, qui n'avez de cœur que contre les Juifs, vous allez apprendre ce qu'est la parole d'homme. » C'était le chef des Shkarna qui parlait ainsi, célèbre dans le Sahara pour son éclatant courage. On le reconnaissait de loin à sa blanche monture, mieux dressée que le meilleur cheval et instruite à obéir à sa voix. L'homme qui avait pris Mardochée sous sa protection avait envoyé un serviteur l'avertir des dangers que couraient les Shkarna et leurs protégés, et il venait tirer ses frères des mains des Régibats. Les Shkarna n'usèrent de leur avantage que pour emmener les leurs et les deux Juifs. Mardochée, renvoyé à Akka sous bonne escorte, retrouva enfin sa maison. Quant au Réseau, cette aventure lui porta malheur. Étant allé attaquer une fraction des Bérabères, il fut si vigoureusement reçu que son chef et la plupart des cavaliers furent tués et que très peu revinrent. Le Sahara se souvient encore, après 20 ans, du désastre de ce Réseau. Mardochée était de retour à Akka, qu'il avait cru ne jamais revoir, mais il revenait ruiné, et un plus grand chagrin l'attendait. Pendant son absence, son père et sa mère avaient quitté ce monde. Leur héritage aurait dû être considérable, il se trouva peu de choses. Mardochée, froidement accueilli par ses frères, qui avaient sans doute soustrait une partie de la succession, résolut d'abandonner un pays où il avait trouvé tant de tristesse. Vendant ce qui lui restait, il alla une dernière fois sur la tombe de ses parents, en détacha un petit fragment, relique qui ne devait plus le quitter, et partit avec sa femme pour Mogador. Là commence une nouvelle période dans la vie de Mardochée, période remplie par ses relations avec les Européens et qui embrasse le reste de son existence. À Mogador, il fut découvert par M. Baumier, consul de France, orientaliste consciencieux et même zélé de la Société de géographie. M. Baumier le mit en rapport avec cette société, laquelle le fit venir 2 fois à Paris et le chargea de mission dans le Maroc méridional. Dans ses voyages en France, Mardochée entra en relation avec l'Union israélite universelle et avec divers savants, tels que le docteur Cosson, qui, par les secours qu'ils lui donnèrent et les missions rétribuées, qu'ils lui confièrent, l'aidèrent à vivre pendant quelques années. Mardochée fit ainsi, de 1870 à 1878, 2 ou 3 itinéraires pour le compte de la Société de géographie et plusieurs collections de plantes pour le docteur Cosson. Ces travaux ne répondirent pas à ce qu'on avait attendu, car à la fin de ce temps, on cessa de lui en confier. Sur ces entrefaites, M. Baumier mourut. Le gagne-pain et le protecteur disparaissaient en même temps.
Sans moyen d'existence à Mogador, où il était mal vu de ses coreligionnaires, Mardochée s'embarqua pour l'Algérie avec sa femme et ses enfants et, appuyé par la Société de géographie, demanda au gouvernement français une place qui lui fournit de quoi vivre. On le nomma rabbin instituteur à Oran, puis à Alger. Un jour de février 1883, j'étais à la bibliothèque de cette dernière ville, causant avec le conservateur, M. McCarthy, lorsque nous vîmes entrer un juif de 50 à 60 ans, grand, fort, mais voûté, et marchant avec l'hésitation de ceux qui ont mauvaise vue. Quand il fut prêt, je vis qu'il avait les yeux rouges et malades. Il portait une longue barbe noire mêlée de poils blancs. Sa figure respirait plutôt la bonhomie et la paix qu'autre chose. Il était vêtu à la mode syrienne. Un cafetan grenat serré par une ceinture lui tombait jusqu'aux pieds. Par-dessus pendait un manteau de drap bleu de même longueur. Il était coiffé d'une calotte rouge entourée d'un turban noir. À sa main était une tabatière où il puisait continuellement. Ses habits, autrefois riches, étaient vieux et malpropres, et toute sa personne révélait un homme pauvre et négligent. « Qui est ce juif ?» demandai-je. « C'est votre affaire. Un homme qui a passé toute sa vie au Maroc, est né à Akka, a infiniment voyagé, a été plusieurs fois à Timbuktu et peut vous donner des renseignements précieux. C'est ce rabbin Mardochée dont il est question dans les bulletins de la Société de géographie. » J'allai à Mardochée et je le questionnai. Jugeant qu'il pouvait me fournir de bonnes indications, je pris son adresse et allai le voir. Un musulman de Mascara, avec qui je devais partir pour le Maroc, m'ayant écrit sur ses entrefaites qu'il ne pouvait m'accompagner par suite d'affaires de famille, je proposai à Mardochée de l'emmener à sa place. Il y consentit, à la condition que je prendrais le costume israélite. Je ne vis que des avantages à ce déguisement. Restait à faire mes conventions avec Mardochée. M. McCarthy, muni de mes pouvoirs, se chargea de la négociation et, après de longs débats, rédigea un écrit que Mardochée et moi signâmes et qui resta à la bibliothèque d'Alger. En voici le résumé. Mardochée laisserait à Alger sa femme et ses enfants durant tout mon voyage. Il m'accompagnerait et me seconderait fidèlement. De mon côté, je lui donnerais 270 francs par mois, 600 francs lui seraient remis avant le départ, le reste au retour. Si mon absence durait moins de 6 mois, il recevrait cependant 6 mois d'appointement. L'entretien de Mardochée durant le voyage serait à ma charge. Si Mardochée m'abandonnait au cours du voyage sans ma permission, il perdrait par là même ses droits à toute rémunération pour le temps passé avec moi, quelle que fût la durée de ce temps, et il devenait lui-même débiteur envers moi des 600 francs qui lui avaient été donnés d'avance. L'obligation pour mon compagnon de laisser sa famille à Alger me garantissait contre toute idée de trahison de sa part. L'article par lequel il perdrait sa rémunération en me quittant malgré moi m'assurait qu'il ne m'abandonnerait pas. Ces deux clauses, inspirées à M. McCarthy par sa connaissance des Juifs algériens, sauvèrent le succès de mon voyage et probablement ma vie. Que de fois Mardochée voulut me laisser, et que de fois les conditions souscrites le retinrent seul. Ces conventions furent signées en mai 1883. Quelques jours après, le 10 juin, Mardochée et moi partions ensemble pour le Maroc. J'ai peu parlé de Mardochée dans la relation de mon voyage, à peine l'ai-je mentionné. Sa part fut grande pourtant, car il était chargé des relations avec les indigènes, et tous les soins matériels retombaient sur lui. Discours aux Juifs et aux musulmans, explications sur les motifs du voyage, organisation des escortes, recherche du logis et de la nourriture, il s'occupait de tout cela. Je n'intervenais que pour approuver ou dire non. Intelligent, très et trop prudent, infiniment rusé, beau parleur et même éloquent, rabbin assez instruit pour inspirer de la considération aux Israélites, il me rendit de grands services. Je dois ajouter qu'il se montra toujours vigilant et dévoué à veiller à ma sûreté.
Si j'ai eu tant de services, c'est parce que celui qui me les rendit fut en même temps, par sa mauvaise volonté, un obstacle constant et considérable à l'exécution de mon voyage. Tout en contribuant au succès de mon entreprise, il fit, du premier jour jusqu'au dernier, tout ce qui fut en lui pour le faire échouer. En quittant Alger, Mardochée, qui ne connaissait du Maroc que les environs d'Aka et le littoral, croyait partir pour un voyage facile et sans danger. Je lui avais détaillé les lieux que je voulais visiter, mais comme il ne connaissait même pas les noms de la plupart, cette énumération n'éveilla aucune idée dans son esprit. Au reste, il se disait sans doute qu'une fois au Maroc, il ferait ce qu'il voudrait d'un compagnon si jeune et modifierait à son gré mes projets. Or, la route se trouva pleine de périls, et il ne put rien changer à mes desseins. Il y eut là une double déconvenue pour lui. Les conditions du voyage furent en fait très différentes de ce qu'il les avait pensées. Il ne s'y résigna pas sans lutte, de là nos démêlés. Dès Nemours, nous eûmes de graves discussions, et il parla de retourner à Alger. Le Rif en était cause. Au premier mot des dangers de cette région, il déclara ne pas vouloir y entrer. Je lui ordonnai de chercher les moyens d'y pénétrer, et je les cherchai moi-même. À Tétouan, la même querelle dura 15 jours. À Fas, elle se renouvela avec une violence extrême, et là, Mardochée fut réellement sur le point de me quitter, tant il redoutait la route qui me conduisit à Bou el Djad. Depuis Fas, la dispute ne cessa pas, 2 motifs la faisaient renaître chaque jour. Mardochée ne voulait pas suivre l'itinéraire que j'avais fixé, et il voulait voyager lentement. J'étais décidé, au contraire, à exécuter exactement mon plan primitif, et je tenais à marcher sans perte de temps. Sur le premier point, je ne cédais jamais à partir de Fas, et mon itinéraire s'exécuta selon ma volonté. Sur le second point, je n'eus pas le même succès, et malgré mes reproches, nous avançâmes avec une grande lenteur jusqu'à mon départ de Tizint pour Mogador. Si la fin de mon voyage s'exécuta plus vite, c'est que je promis à Mardochée une gratification, si nous étions à l'Alamarnia le 25 mai. Entre ces 2 parties de mon voyage, je faillis me séparer de Mardochée. Lorsque j'allais à Mogador, je le laissai à Tizint et partis avec un musulman, le Hadj Bourim, excellent homme dont je ne puis assez me louer. Je voyageais avec lui du 9 janvier au 31 mars 1884. De retour à Tizint, je lui proposai de remplacer Mardochée et de m'accompagner jusqu'en Algérie. Il avait accepté, et j'avais déjà donné à Mardochée son certificat et la somme nécessaire pour regagner Alger, quand un obstacle empêcha le Hadj Bourim de partir. Je repris Mardochée, qui en fut trop heureux. Si j'eus à me plaindre de la mauvaise volonté de Mardochée, il est juste de dire qu'elle ne fut inspirée par aucune intention désobligeante à mon égard. La crainte du péril causa son opposition à mon itinéraire. L'amour du repos et l'intérêt qu'il avait à prolonger des services payés au mois entretinrent sa lenteur. Après son retour du Maroc en 1884, Mardochée ne sortit plus d'Alger. Retiré dans sa maison, il fut repris par sa vieille passion de l'alchimie. Trouver de l'or. Avec celui qu'il avait reçu en paiement, il acheta du mercure pour ses expériences de transmutation des métaux. Et comme il demeura tout le jour penché sur ses creusets, les vapeurs mercurielles, sans bien tarder, empoisonnèrent ce dernier des alchimistes. Si la reconnaissance au Maroc est presque muette sur le compte de Mardochée, les lettres intimes écrites par l'explorateur ne le sont pas. Je dois dire qu'elles parlent du rabbin sans grand ménagement et que les notes vont décrescendo. La chute est curieuse à suivre. Foucault écrit le 17 juin 1883, peu d'heures après le départ, « Je suis très content de Mardochée, il n'a qu'un défaut, c'est une prudence excessive. » Le 24 juin, ayant déjà voyagé quelques jours en pays marocain, il écrit à sa sœur « Je suis assez content de Mardochée, il va bien, mais à condition qu'on le secoue vigoureusement. Je suis obligé presque tous les jours de lui donner une bonne enlevée. » Le 2 juillet, « Je ne suis pas content de Mardochée. Il est paresseux et poltron,
il n'est bon que pour la cuisine. Le 23 juillet, quant à Mardochée, je n'en suis pas content. C'est le plus paresseux animal qu'on puisse rencontrer. Avec cela, poltron au-delà de toute expression, maladroit et ne sachant pas du tout voyager. Enfin, le 30 janvier 1884, il écrira « Mardochée est une brute ». Ce n'est que tout à la fin qu'un peu de commisération, ainsi qu'on vient de le voir, ramène les formules vers l'indulgence et l'excuse. Le voyage terminé, la route s'embellit, le compagnon aussi. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.